13 acteurs célèbres dont la route s'est brutalement arrêtée. Des destins brisés en un éclair entre gloire et tragédie. Certains revenaient d'un tournage, d'autres filaient vers un rêve. Aucun ne savait que ce trajet serait le dernier. Voici les accidents de voiture les plus déchirants du cinéma français et mondial. Numéro 1, Grace Kelly. Le 13 septembre 1982, la princesse de Monaco prend le volant de sa Rover 3500 en compagnie de sa fille Stéphanie. La route serpente à travers les collines du sud, bordée d'oliviers et de murets de pierre claire. Le ciel est d'un bleu éclatant, mais l'air de la Méditerranée cache une lourde chaleur. Peu après avoir quitté Roccagel, la voiture quitte soudain la chaussée et plonge dans un ravin étroit à une trentaine de mètres en contrebas. Les secours arrivent rapidement, découvrant la voiture écrasée contre les rochers. Transportée d'urgence à l'hôpital de Monaco, Grace Kelly reste inconsciente. Les médecins se battent pendant des heures, mais la gravité de ses blessures ne laisse que peu d'espoir. Le lendemain matin, le 14 septembre, Le Monde apprend sa disparition. Elle avait 52 ans. Les journaux titrent sur la tragédie de celle qui fut à la fois star hollywoodienne et princesse adorée. Avant ce jour, Grace Kelly incarnait la perfection. Née à Philadelphie, elle s'était imposée en quelques années comme l'une des plus grandes actrices de son temps. Sous la direction d'Alfred Hitchcock, elle avait fait de la froideur élégante un art. Des films comme Foy, Fenêtre sur Courfoy ou Foy, La main au collet Foy l'avaient rendue inoubliable. En 1956, elle renonce au cinéma pour épouser le prince régnier de Monaco, mêlant contes de fées et réalité. Mais derrière les murs du palais, la vie n'était pas toujours paisible. Grace supportait mal l'éloignement du cinéma et la tension avec la presse pesait lourdement sur sa santé. Le jour de l'accident, elle devait regagner Monaco après un séjour à la campagne. Selon le rapport officiel, elle aurait été victime d'un malaise au volant, probablement un accident vasculaire cérébral, entraînant la perte de contrôle du véhicule. Son départ bouleverse la planète entière. Des milliers de fleurs envahissent les marches de la cathédrale de Monaco. Le monde perd une actrice, une princesse, une légende. Les années passent, mais la route de la Turbie garde encore le souvenir silencieux d'un destin brisé, suspendu entre la gloire et la fatalité. Numéro 2, James Dean. Le 30 septembre 1955, le jeune acteur roule vers Salinas, en Californie, au volant de sa Porsche argentée qu'il surnomme Little Bastard. À côté de lui, son mécanicien Rolf Wüterich. Le soleil de fin d'après-midi éclaire la route 466, encore appelée la route de la mort. Dean conduit depuis plusieurs heures, impatient de participer à une course automobile prévue pour le lendemain. À 16h45, alors qu'il s'approche du croisement avec la route 14, une Ford conduite par Donald Turnipseed tourne soudainement à gauche. Dean n'a pas le temps de freiner. La Porsche percute la voiture de plein fouet. Les témoins se précipitent, choqués par la violence du choc. Les secours arrivent rapidement, mais il est déjà trop tard pour James Dean. Son compagnon est grièvement blessé, mais survit. La nouvelle se répand dans les journaux du lendemain matin comme une onde de choc. À seulement 24 ans, le jeune homme qui incarnait la rébellion tranquille disparaît, laissant derrière lui une légende. James Dean n'avait tourné que 3 films, mais chacun d'eux avait suffi à graver son nom dans l'histoire du cinéma. Dans À l'Est d'Éden, la fureur de vivre foi et foi géant, il avait incarné la jeunesse blessée, la quête d'identité, la solitude des cœurs modernes. Son regard mélancolique, sa gestuelle nerveuse et son élégance naturelle en avaient fait l'idole d'une génération entière. Son goût pour la vitesse était connu, presque aussi célèbre que son talent. Il aimait les voitures de sport et les circuits. Beaucoup disaient que c'était pour lui une façon de se sentir libre, d'oublier la pression des studios. Quelques semaines avant l'accident, un ami l'avait mis en garde, lui disant de ralentir, comme s'il pressentait quelque chose. Les années suivantes, sa mort nourrit 1000 récits. Sa voiture, partiellement réparée, fut revendue à des collectionneurs et devint un symbole de malchance. Malgré tout, l'image de James Dean reste celle d'un éternel jeune homme, visage tourné vers l'horizon. Il ne vieillit jamais, figé dans l'imaginaire collectif comme un météore du 7e art. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres destins aussi bouleversants. À très bientôt. Numéro 3, Paul Walker. Le 30 novembre 2013, en milieu d'après-midi, l'acteur quitte un événement caritatif organisé
pour venir en aide aux victimes du typhon Haiyan. Il monte à bord d'une Porsche Carrera GT rouge, conduite par son ami Roger Rodas. La voiture quitte le parking et s'engage sur une route bordée d'arbres dans la ville de Santa Clarita, en Californie. Le temps est clair, le vent léger. Quelques minutes plus tard, les habitants du quartier entendent un bruit violent. La voiture a percuté un lampadaire et un arbre avant de s'embraser. Les secours arrivent rapidement, mais rien ne peut être fait. Paul Walker avait 40 ans. La nouvelle secoue le monde du cinéma et bouleverse des millions de fans. Connu pour son rôle de Brian O'Connor dans la saga fois Fast and Furious, il incarnait la loyauté, la simplicité et la passion de la route. Ironie du sort, celui qui avait passé une décennie à jouer un pilote chevronné trouve la fin de sa vie sur une véritable route. Les enquêtes révèlent plus tard que la vitesse excessive fut le principal facteur de l'accident. Avant cette journée, Paul Walker vivait une période de sérénité. Père aimant, passionné par l'océan et la nature, il partageait son temps entre tournages, œuvres humanitaires et plongées sous-marines. Il avait fondé une organisation appelée Reach Out Worldwide, destinée à apporter une aide d'urgence lors de catastrophes naturelles. C'est justement pour soutenir cette cause qu'il participait à l'événement ce jour-là. Ses collègues décrivaient un homme humble, discret, toujours souriant. Vin Diesel, son ami proche, dira plus tard qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi pur. Le tournage de fois Fast and Furious, 7 fois sera interrompu après la tragédie, avant d'être repris grâce à des effets numériques et à la participation des frères de Paul pour terminer les scènes manquantes. Les funérailles se déroulent dans la plus stricte intimité, entourés de proches et de collègues. Des milliers de fans viennent déposer des fleurs et des messages sur le lieu de l'accident. Aujourd'hui encore, les routes de Santa Clarita voient passer des passionnés qui s'arrêtent un instant pour lui rendre hommage. Paul Walker demeure une figure de lumière, symbole d'une générosité et d'un talent parti trop tôt. Numéro 4, Françoise d'Orléac. Le 26 juin 1967, la jeune actrice quitte Saint-Tropez au volant de sa Renault 10. Elle doit rejoindre l'aéroport de Nice pour prendre un vol à destination de Londres, où l'attend un tournage. Il est près de midi, la chaleur écrase la Côte d'Azur, la circulation est dense sur l'autoroute A8 et la pluie commence à tomber, rendant la chaussée glissante. À la hauteur de Villeneuve-Loubet, la voiture dérape soudainement dans une courbe, quitte la route et heurte un poteau avant de s'enflammer. Les secours arrivent rapidement, mais le feu est intense. Le corps de l'actrice est retrouvé peu après, la nouvelle se répand dans tout le pays et plonge le monde du cinéma dans la stupeur. Françoise d'Orléac n'avait que 25 ans. Sa sœur cadette, Catherine Deneuve, apprend la tragédie alors qu'elle se trouve à Paris. Les deux sœurs, souvent comparées l'une à l'autre, avaient partagé le même amour du cinéma et une ressemblance troublante. Françoise d'Orléac était considérée comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Son jeu, à la fois spontané et délicat, avait séduit des réalisateurs comme François Truffaut et Roman Polanski. Dans Foix, la peau douce, Cul-de-sac Foix et surtout Foix, les demoiselles de Rochefort, elle incarnait la jeunesse, la légèreté et la grâce des années 60. Sa carrière montait en flèche et plusieurs projets internationaux l'attendaient. Ce jour-là, elle était pressée, craignant de manquer son vol. Les témoins racontent avoir vu sa voiture dépasser plusieurs véhicules avant la courbe fatale. Les enquêteurs concluront à un excès de vitesse combiné à la chaussée humide. Ce mélange de précipitation et de hasard a suffi pour interrompre un destin éclatant. Son décès bouleverse profondément le public français. Les journaux évoquent une beauté foudroyée, une étoile inachevée. Catherine Deneuve, profondément marquée, ne parlera que rarement de cet événement, préférant laisser vivre le souvenir de sa sœur à travers ses films. Aujourd'hui encore, chaque projection des Foix demoiselles de Rochefort, Foix rappelle ce duo magique, deux sœurs dansant ensemble, sans imaginer que la vie allait séparer leurs pas pour toujours. Numéro 5, Fernand Reynaud. Le 28 septembre 1973, l'humoriste quitte son domicile de Clermont-Ferrand pour rejoindre Paris au volant de sa Rolls-Royce. Il est en fin d'après-midi, le ciel est clair, la route nationale 89 serpente doucement à travers le Puy de Dôme. Aux abords de la commune de Chesse-sur-Morge, à quelques kilomètres de Riom, sa voiture quitte soudainement la route et percute un muret en pierre. Les témoins accourent, les secours arrivent rapidement, mais l'humoriste est déjà sans vie. Fernand Reynaud avait 50 ans.
La France entière est bouleversée. L'homme qui faisait rire des millions de spectateurs avec ses sketchs simples et tendres venait de disparaître dans un silence brutal. Né à Clermont-Ferrand, il était devenu, au fil des années 50 et 60, l'un des visages les plus aimés du music-hall et de la télévision. Avec son air naïf, son éternel béret, et sa façon inimitable de raconter la vie des petites gens, il avait su toucher le cœur du public français. Avant le drame, il revenait d'un séjour dans sa maison d'Auvergne, où il aimait se ressourcer entre deux tournées. Il préparait un nouveau spectacle, conscient que son public l'attendait avec impatience. Son humour, à la fois bon enfant et finement observateur, peignait la société d'après-guerre avec tendresse. Des sketchs comme fois Le plombier, Le douanier fois ou fois Le bistrot étaient devenus des classiques que l'on récitait en famille. L'enquête officielle conclut à une perte de contrôle du véhicule. La route était sèche, la visibilité bonne, mais la puissance de la voiture et une vitesse légèrement élevée auraient suffi pour provoquer la sortie de route. Le choc fut si violent que la voiture fut gravement endommagée. Les obsèques eurent lieu à Riom, en présence d'une foule immense. Les spectateurs, les artistes et même les anonymes vinrent saluer une dernière fois celui qui les avait tant fait rire. Des années plus tard, ces enregistrements continuent de circuler, ces phrases résonnent encore dans les mémoires. Fernand Reynaud reste une figure intemporelle de l'humour français, un homme simple qui, même après son départ, continue de faire sourire tout un pays. Numéro 6, Jayne Mansfield. Le 29 juin 1967, l'actrice américaine quitte Biloxi, dans le Mississippi, après une apparition publique. Elle prend la route vers la Nouvelle-Orléans, accompagnée de son avocat et de son chauffeur, tandis que ses 3 enfants dorment sur la banquette arrière. Il est un peu après 2 heures du matin lorsque leur voiture, une Buick Electra, roule sur l'autoroute US 4 2010. La nuit est noire, la route enveloppée d'un brouillard épais provenant d'un camion qui pulvérise des produits anti-moustiques. Le conducteur ne voit pas le véhicule lourd arrêté devant eux. La collision est immédiate et d'une violence extrême. Les secours arrivent quelques minutes plus tard et évacuent les enfants miraculeusement indemnes. La nouvelle du drame se répand dans les premières heures du matin. Jayne Mansfield n'avait que 34 ans. Les journaux du monde entier relaient la tragédie. En France, où elle était très populaire, les magazines illustrés lui consacrent des couvertures entières. Jayne Mansfield, souvent comparée à Marilyn Monroe, était bien plus qu'une simple icône de beauté. Née à Bryn Mawr, en Pennsylvanie, elle avait étudié la musique, parlait plusieurs langues et possédait un sens aigu du spectacle. Dans les années 50, elle devint l'un des visages les plus célèbres d'Hollywood grâce à ses rôles dans Foi, la blonde explosive, Foi et Foi, promise. Sa présence magnétique et son humour faisaient d'elle une star incontournable, autant adulée qu'observée. Elle vivait intensément entre cinéma, spectacle à Las Vegas et vie de famille. Ce voyage vers la Nouvelle-Orléans devait être un simple déplacement professionnel. Le destin en a décidé autrement. L'accident provoqua une onde de choc à travers tout le pays et entraîna même une réforme de sécurité routière. Les camions furent dès lors équipés de barres de protection arrière, appelées plus tard les barres Mansfield. Des décennies plus tard, son nom reste associé à l'âge d'or d'Hollywood, à cette époque où les étoiles brillaient fort, mais souvent trop brièvement. Jayne Mansfield demeure un symbole de glamour et de fragilité, une figure que le public français n'a jamais oubliée. Si vous aimez découvrir ces destins bouleversants du cinéma, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt. Numéro 7, Desmond Llewellyn. Le 10 à 9 décembre 1999, l'acteur gallois rentre chez lui après une séance de dédicace organisée à Londres. Il conduit seul sa voiture sur une route de campagne du East Sussex. Il est en fin d'après-midi, le ciel est bas et la lumière commence à tomber. La circulation est modérée, la chaussée humide. À l'approche d'un virage, une autre voiture venant en sens inverse dévie légèrement de sa trajectoire. L'impact est inévitable. La collision est frontale, les automobilistes qui suivaient s'arrêtent aussitôt et appellent les secours. Les pompiers et les ambulanciers arrivent rapidement sur place. L'acteur est encore conscient à leur arrivée, mais gravement blessé. Il est transporté à l'hôpital de Eastbourne, où il s'éteint quelques heures plus tard. Il avait 25 ans. La nouvelle bouleverse la communauté cinématographique britannique et les fans de la saga James Bond dans le monde entier.
Desmond Llewellyn était connu pour avoir incarné pendant plus de 30 ans le personnage de Q, le génial inventeur des gadgets de l'agent secret 007. Apparu pour la première fois dans Foi, From Russia with Love, Foi en 1963, il devint au fil des films une figure emblématique, à la fois drôle et indispensable. Son accent, son calme et son humour discret faisaient de lui une présence rassurante dans l'univers agité de Bond. Avant d'embrasser la carrière d'acteur, il avait servi dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et connu la captivité. Après la guerre, il reprend le théâtre, puis le cinéma, où sa rigueur et son charme naturel séduisent immédiatement les réalisateurs. Malgré la renommée internationale que lui a apporté le rôle de Q, Desmond Llewellyn menait une vie simple, loin des excès et des lumières. Quelques semaines avant l'accident, il venait de participer à la promotion du film « Foi le monde ne suffit pas », où il transmettait symboliquement le flambeau à un nouveau personnage. Ce passage de témoin, prévu par la production, prenait désormais un sens tragiquement prémonitoire. Jusqu'à la fin, il restait fidèle à l'esprit du cinéma britannique, discret, élégant et profondément humain. Sa disparition laisse derrière elle une trace indélébile dans la mémoire des amateurs de James Bond. Numéro 8. Anne Heche. Le 5 août 2022. À la mi-journée, l'actrice circule à grande allure dans les rues de Los Angeles. Le soleil tape fort, la circulation est fluide, sa Mini Cooper bleue traverse le quartier résidentiel de Mar Vista. Vers 11 h, la voiture quitte brusquement la chaussée, percute un garage, puis finit sa course contre une maison. L'impact est suivi d'un incendie qui embrase la façade. Les voisins, alertés par le bruit, appellent immédiatement les secours. Les pompiers interviennent en quelques minutes et parviennent à extraire l'actrice du véhicule. Elle est transportée à l'hôpital dans un état critique. Les médecins luttent plusieurs jours pour stabiliser sa condition, mais les blessures sont trop graves. Elle s'éteint le 12 août à l'âge de 53 ans. La nouvelle fait la une des journaux du monde entier. Anne Heche avait commencé sa carrière à la télévision dans les années 80, avant de s'imposer au cinéma dans des films comme Foi, 6 jours, 7 nuits, Volcano, Foi ou Foi, Donnie Brasco. Son talent polyvalent lui avait valu la reconnaissance du public comme de la critique. Capable de passer d'un rôle dramatique à la comédie romantique, elle était considérée comme l'une des actrices les plus sincères et les plus audacieuses de sa génération. Sa vie personnelle avait souvent attiré l'attention des médias, mais elle continuait à se consacrer à son art avec passion. Quelques jours avant l'accident, elle travaillait sur plusieurs projets, dont une série et un film indépendant. Les témoins de la scène racontent avoir vu sa voiture zigzaguer, comme si elle avait perdu le contrôle à la suite d'un malaise ou d'une erreur de trajectoire. Les enquêteurs concluront plus tard à une vitesse inadaptée aux conditions de circulation. La disparition d'Anne Heche laisse un grand vide dans le monde du cinéma américain. De nombreux collègues lui rendent hommage, saluant sa gentillesse, son énergie et son courage. Les chaînes de télévision rediffusent ses films, rappelant la diversité de son jeu et la profondeur de son regard. À travers ses rôles, elle avait su transmettre des émotions vraies, des histoires humaines et des personnages fragiles, toujours en quête de vérité. Aujourd'hui encore, son souvenir demeure vivace dans le cœur du public. Numéro 9. Anton Yelchin. Le 10 à 9 juin 2006, à l'aube, le jeune acteur est retrouvé sans vie devant son domicile de Los Angeles. Quelques heures plus tôt, il avait garé sa Jeep Grand Cherokee dans l'allée de sa maison située sur une pente raide. La voiture, mal enclenchée, se met en mouvement et le coince contre le portail métallique. Les amis d'Anton, inquiets de ne pas le voir arriver à une répétition, viennent à sa recherche et découvrent la scène tragique. Les secours, alertés immédiatement, ne peuvent que constater l'accident. Anton Yelchin n'avait que 27 ans. Né à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, il avait émigré aux États-Unis avec ses parents, tous deux danseurs de ballet, alors qu'il n'était qu'un enfant. Très tôt, il manifeste un talent rare pour le jeu d'acteur. Il commence au cinéma à 10 ans et se fait remarquer dans des films indépendants, avant de devenir mondialement connu pour son rôle du jeune officier Tchekhov dans la saga Foi Star Trek. Ses collègues de tournage décrivaient un jeune homme d'une grande gentillesse, passionné par la musique, la littérature et la photographie. Malgré son succès, il restait discret, presque timide. Sa carrière
prenait une nouvelle dimension, avec des rôles plus profonds et des projets ambitieux. En plus de fois Star Trek, il avait brillé dans fois Like Crazy, Green Room fois Alpha Dog, où sa sensibilité et son intensité avaient marqué la critique. L'enquête menée après l'accident révéla que le modèle de sa voiture faisait l'objet d'un rappel officiel en raison d'un défaut de levier de vitesse. Ce détail, passé inaperçu, explique en partie la cause du drame. Les autorités américaines ouvrirent une procédure contre le constructeur qui modifia ensuite des milliers de véhicules similaires. Les hommages affluent du monde entier, les fans déposent des fleurs et des messages devant son domicile, les acteurs de foi Star Trek lui rendent un hommage émouvant, soulignant sa curiosité et son humour. Dans les années suivantes, un documentaire intitulé Love, Antoja Foy, retrace sa vie et son œuvre, rappelant au public qu'il n'était pas seulement un jeune talent, mais un véritable artiste habité par la passion et la sensibilité. Sa disparition prématurée reste l'un des plus grands chocs du cinéma moderne. Numéro 10, Jocelyne Quivrin. Le 15 novembre 2009, en début de soirée, l'acteur roule sur l'autoroute A, très à proximité du tunnel de Saint-Cloud, près de Paris. Il conduit une voiture de sport légère, un Ariel Atom, un modèle très rapide et dépourvu de toit. La chaussée est mouillée à cause d'une pluie fine qui tombe depuis plusieurs heures. Peu avant 20 h, son véhicule perd l'adhérence à l'entrée du tunnel et vient heurter violemment la paroi. Les témoins présents appellent aussitôt les secours, mais la voiture prend feu avant leur arrivée. Les pompiers interviennent rapidement, mais il est déjà trop tard. Jocelyne Quivrin avait 30 ans. La nouvelle tombe dans la nuit et provoque une immense émotion dans le monde du cinéma français. Les messages de soutien affluent, rappelant à quel point il était apprécié pour son talent et sa générosité. Né à Dijon, il s'était imposé très jeune comme l'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération. Révélé dans le film Foi Louis, enfant roi Foi de Roger Planchon, il avait ensuite brillé dans Foi Syriana, 99 francs Foi ou Foi, Incognito. Sa carrière, à la fois éclectique et audacieuse, montrait sa capacité à passer du drame à la comédie avec la même intensité. Quelques semaines avant l'accident, il avait tourné d'enfoi La famille Wahlberg, présenté au Festival de Cannes, et travaillait déjà sur un nouveau scénario dont il rêvait d'assurer la réalisation. Les enquêteurs concluront plus tard à une perte de contrôle due à la puissance du véhicule et aux conditions de route glissantes. L'Ariel Atom, conçu pour la course, n'était pas adapté à la circulation sur autoroute par temps de pluie. Ses amis diront que Jocelyne aimait la vitesse, mais restait toujours prudent, conscient des risques. Ce soir-là, il rentrait simplement chez lui après une journée de travail. Sa compagne, l'actrice Alice Taglioni, et leur jeune enfant se retrouvent plongés dans un chagrin profond. Le cinéma français perd alors une voix singulière, un acteur au regard vif et au jeu sincère. Les années passent, mais son souvenir demeure à travers ses rôles marquants et les témoignages de ceux qui ont croisé sa route. Si cette histoire vous a ému, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits du destin. À bientôt. Numéro 11, Michel Subor. Le 10 à 7 janvier 2022, dans une rue calme du sud de la France, l'acteur est victime d'un accident de voiture dont les circonstances exactes restent floues. La journée est froide et grise, la route légèrement humide. Les secours arrivent rapidement, mais l'homme de 86 ans ne survivra pas à ses blessures. La nouvelle passe presque inaperçue dans un premier temps, puis les hommages affluent des milieux du cinéma d'auteur. Michel Subor, de son vrai nom Mischa Subotsky, était une figure singulière du cinéma français. Né à Paris en 1935, il débute sa carrière dans les années 50. Son visage grave, sa diction lente et son regard mystérieux séduisent les cinéastes de la nouvelle vague. Jean-Luc Godard le choisit pour Le Petit Soldat, où il incarne un homme pris dans les tourments politiques et moraux de son époque. Ce rôle le révèle au grand public et le consacre comme un acteur à part, entre fragilité et intensité. Dans les décennies suivantes, Michel Subor se fait rare, il tourne peu, préférant la discrétion à la lumière. On le retrouve dans La voleuse Foi, aux côtés de Romy Schneider, puis dans quelques productions pour la télévision. Après une longue absence, il revient sur les écrans dans les années 80, dit grâce à Claire Denis, qui lui offre des rôles profonds et mélancoliques dans Beau travail,
Foi et foi l'intrus, sa présence y est magnétique, presque hypnotique. Les réalisateurs disaient de lui qu'il n'avait pas besoin de jouer pour exister à l'écran. Sa voix grave, ses silences, ses gestes mesurés suffisaient à donner à ses personnages une humanité rare. Il représentait une forme de cinéma disparu, celui de la lenteur, de la poésie et du mystère. Son départ en 2022 laisse un vide discret mais réel. Les critiques saluent alors la carrière d'un artiste hors du temps, fidèle à lui-même, refusant la facilité et les effets. Michel Subor n'était pas une star au sens classique, mais un acteur que les cinéphiles n'oublient pas. Sa filmographie, bien que courte, demeure un trésor de sensibilité et d'élégance, l'empreinte d'un homme qui a traversé le cinéma comme on traverse la vie, en silence et avec profondeur. Numéro 12, Théo Sarapo. Le 28 août 1966, il est sur la route nationale 20, à proximité de Limoges, lorsqu'il perd le contrôle de sa voiture. Il conduit seul, en direction de Paris, après une représentation donnée dans le sud-ouest de la France. Le temps est clair, la nuit commence à tomber. À une quinzaine de kilomètres de la ville, sa voiture quitte la chaussée et percute un arbre. Les secours arrivent rapidement, mais il est déjà trop tard. Théo Sarapo n'avait que 34 ans. Chanteur, acteur et ancien coiffeur, il avait connu la lumière du jour grâce à son mariage avec Édith Piaf, dont il fut le dernier compagnon. Leur union, en 1962, avait fait couler beaucoup d'encre à cause de leur différence d'âge. Pourtant, entre eux, c'était une véritable histoire d'amour, marquée par la tendresse et le dévouement. Après la disparition de Piaf, Théo Sarapo tenta de poursuivre une carrière artistique, mais il resta à jamais lié au souvenir de la grande chanteuse. Il était né à Paris, d'origine grecque. Son vrai nom était Théophanis Lamboukas. Très jeune, il montra un goût prononcé pour la musique et la scène. Avec Piaf, il enregistra plusieurs duos, dont le célèbre « À quoi ça sert l'amour ?» chanson devenue intemporelle. Le public y percevait une sincérité rare, celle de deux âmes qui se comprenaient malgré tout. Après la disparition d'Édith Piaf, Théo continua à chanter et à tourner dans quelques films, notamment Foi Judex, Foi de Georges Franjou et Foi Un Condé d'Yves Boisset. Il menait une vie discrète, cherchant sa place dans un monde artistique qu'il associait toujours à la légende de Piaf. À la fin des années 60, il préparait un retour sur scène et de nouveaux enregistrements. Le soir de l'accident, il roulait vers la capitale, impatient de rejoindre ses proches. Sa mort soudaine mit fin à un parcours fait de promesses et de mélancolie. Lors de ses funérailles à Paris, des admirateurs d'Édith Piaf et des anonymes se rassemblèrent pour lui rendre hommage. Dans la mémoire collective, Théo Sarapo demeure cette voix douce et fidèle, celle d'un homme qui aimait sincèrement la chanson La Vie, et celle qu'il appelait toujours sa môme. Numéro 13, Pierre Blaise. Le 30 et 1 août 1975, en début de soirée, le jeune acteur prend la route de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, au volant de sa Renault 15 TL. Il revient d'une réunion de travail avec des amis du cinéma. La route départementale est humide après une averse, le ciel encore chargé de nuages. À la sortie d'un virage, la voiture glisse, quitte la chaussée et percute un arbre. Les secours arrivent quelques minutes plus tard, mais le choc a été trop violent. Pierre Blaise avait 23 ans. Sa disparition plonge la France du cinéma dans une tristesse profonde. Le jeune comédien venait tout juste de commencer sa carrière et incarnait la promesse d'une nouvelle génération d'acteurs. Révélé 2 ans plus tôt dans Foi Lacombe Lucien, Foi de Louis Malle, il y interprétait un adolescent perdu pendant la guerre, à la fois naïf et manipulé par les circonstances. Ce rôle d'une intensité rare lui avait valu les éloges de la critique et l'admiration du public. Avant d'être repéré par Louis Malle, Pierre Blaise vivait une existence simple. Originaire de Moissac, il travaillait comme menuisier et n'avait jamais imaginé devenir acteur. Le réalisateur, en quête d'un visage inconnu et authentique, l'avait choisi après une audition improvisée. Ce choix s'était révélé inspiré. Son regard bleu, son accent du Sud et sa présence naturelle à l'écran en faisaient une figure à part. Après le succès du film, les propositions s'étaient multipliées. Il venait de tourner Foi, Le Grand Délire, Foi et Foi, Mes Petites Amoureuses, 2 œuvres qui confirmaient son talent naissant. Sa vie restait pourtant très simple, partagée entre le tournage et sa région d'origine qu'il n'avait jamais voulu quitter. Ce soir d'août, il roulait sur une route qu'il connaissait par cœur. Le destin en décida autrement. Son décès mit un terme brutal à une carrière qui ne faisait que commencer.
Pour beaucoup, Pierre Blaise restera à jamais ce visage pur et sincère, symbole de la jeunesse et du réalisme du cinéma français des années 70. Si vous aimez redécouvrir ces destins oubliés qui ont marqué l'histoire du 7e art, pensez à vous abonner pour soutenir les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.